Bonjour à tous, nous allons vous parler aujourd'hui des amphibiens. C'est ce qu'on appelle plus couramment les crapauds et les grenouilles, mais on va voir qu'il y a également d'autres petites bêtes qui font partie de ce groupe. Si l'on décortique le mot amphibien, on comprend bien de quoi il s'agit. Amphi, qui en grec veut dire double, et bios qui signifie la vie. Ce sont donc des animaux qui évoluent dans deux milieux différents, l'eau et la terre. Les amphibiens regroupent les anoures, Ce qui veut dire sans queue, ce sont les grenouilles et les crapauds, les urodèles qui ont une queue visible, comme les salamandres et les tritons, et les gymnophiones. qui n'ont ni queue ni pattes et qu'on retrouve uniquement dans l'hémisphère sud. En Corse, il n'y a pas de tritons. Nous parlerons donc ici uniquement des grenouilles, des crapauds, des salamandres de Corse et des euproctes de Corse. Voyons donc tout d'abord le cycle de vie de ces reines et rois des mares. C'est entre la fin de l'hiver et le début du printemps que commence la saison de reproduction des amphibiens. Les adultes rejoignent alors une étendue d'eau comme une mare, un étang, un canal ou même une flaque formée par les pluies d'hiver. C'est l'occasion pour les grenouilles et crapauds de sortir leurs plus beaux chants pour attirer les femelles. Chez les crapauds et grenouilles, la fécondation est externe. Quand les femelles sont sur le point de pondre leurs œufs, leurs peaux deviennent perlées et rugueuses. Le mâle est alors averti et peut aussitôt venir féconder les œufs. La ponte est soit réunie en une masse unique, soit fragmentée et dispersée dans le milieu par le couple. Chez les urodèles, la fécondation est interne et la reproduction se passe sur la terre ferme. La salamandre d'ailleurs n'est pas très habile dans l'eau, elle peut même s'y noyer. Elle ne s'engage alors vers les points d'eau que pour la ponte. Les amphibiens commencent donc leur vie sous forme de têtards ou de larves. Ils ont tous des branchies. La phase de développement peut durer entre 2 semaines et plusieurs mois. Durant cette période, les branchies deviennent alors internes et les pattes se forment petit à petit. C'est ensuite le moment de la métamorphose. C'est à ce moment que les amphibiens quittent l'eau pour rejoindre le milieu terrestre. Ils vont ensuite trouver un abri pour passer l'hiver, sous une écorce, un amas de pierres, dans un trou qu'ils ont creusé ou encore enfoui dans un tas de feuilles. Connaissez-vous la grenouille des bois ? Cet amphibien que l'on retrouve aux États-Unis, au Canada et même en Alaska a une grosse particularité. L'hiver, elle s'enterre et se laisse littéralement congeler, jusqu'à la suspension de toutes ses fonctions vitales. Elle ne respire plus et son cœur s'arrête même de battre. Elle est alors dure comme de la pierre. Elle survit grâce au sucre présent dans son sang qui protège ses cellules au moment de la cristallisation de l'eau. Au printemps, quand la température remonte, la grenouille décongèle et elle peut alors reprendre ses activités. À la même période, les amphibiens de notre région quittent leur abri pour se diriger vers les zones humides pour se reproduire. La boucle est bouclée. Ce sont lors des migrations des zones humides vers les forêts, à la fin de l'été et inversement au début du printemps, que les amphibiens sont les plus vulnérables. Ils traversent les routes pour rejoindre les mares ou les étangs et parcourent des trajets de longueur assez différentes selon les espèces. Par exemple, le crapaud vert peut parcourir jusqu'à 5 km, tandis que d'autres espèces ne parcourent qu'une centaine de mètres. En traversant les axes de circulation, il arrive parfois qu'ils perdent la vie par centaines. Il est donc primordial de maintenir des connexions naturelles, ce qu'on appelle également corridors écologiques, entre les points d'hibernation et de reproduction. Ils doivent également faire face à d'autres menaces, comme l'utilisation généralisée des pesticides qui vient polluer les points d'eau ou encore la destruction de leur habitat. La disparition des zones humides comme le comblement des mares ou encore l'assèchement des marais signifie la perte d'habitat de reproduction pour les amphibiens et induit donc le déclin des populations locales. Ainsi, plus de 30% des 6000 espèces d'amphibiens répertoriées dans le monde sont menacées. Les amphibiens sont donc tous protégés en France. Il est alors interdit de les toucher et de les transporter, qu'ils soient sous forme de têtards ou d'adultes. Maintenant que vous maîtrisez le cycle de vie des amphibiens, nous allons voir comment les observer et les reconnaître. Alors munissez-vous de bottes, d'une lampe torche et allons-y. Tout d'abord, pour enquêter sur les amphibiens, il faut tenir compte de leur chronologie et des différents stades de développement.
Il est très difficile de les observer lors de leur phase terrestre, car ils sont immobiles et cachés. Le radoucissement qui suit l'hiver annonce la migration. Certaines espèces migrent dès le mois de février. L'apparition des espèces s'étalonne dans le temps. Vous pouvez donc passer régulièrement sur les points d'eau jusqu'à la fin du printemps pour observer différentes espèces. D'ailleurs, si vous observez des crapauds ou des grenouilles qui seraient écrasés sur la route, n'hésitez pas à nous faire part de vos observations. En dehors de l'observation directe des adultes, leur présence peut être décelée à partir des pontes et des larves. Mais le plus facile, c'est encore de tendre l'oreille à la tombée de la nuit pour identifier les chants. Mais alors, comment les reconnaître ? Commençons par le plus facile, la salamandre tachetée de Corse. On ne peut pas la louper, avec ses taches jaune-orangé sur le corps et ses 2 glandes derrière les yeux. On peut l'observer entre 100 et 1900 mètres d'altitude dans les forêts montagnardes de mars à octobre. Méfiez-vous, elle sécrète un venin par la peau qui est toxique pour les muqueuses. Si vous la touchez, il ne faut pas se frotter les yeux mais bien se laver les mains. N'oubliez pas que c'est une espèce protégée, donc vous n'avez normalement aucune raison de la toucher. Le second urodèle présent en Corse est l'euprocte de Corse. Il ressemble à la salamandre, mais sans les taches et beaucoup plus petit. Ses œufs sont blancs et il est le seul amphibien de Corse à les surveiller et les protéger. Vous pouvez l'observer jusqu'à 2000 mètres d'altitude dans les rivières à faible débit, avec une eau claire et sans végétation. Passons maintenant aux anoures. Vous pouvez en rencontrer 5 différents en Corse. Le crapaud vert possède 2 grosses glandes derrière les yeux. Sa peau est pustuleuse, plutôt grise-beige à rosée, ornée de taches vertes. On dirait qu'il porte un camouflage militaire. Sa pupille est horizontale et ses œufs sont disposés en cordon. Il migre vers les points d'eau et commence à chanter dès janvier. Son chant évoque une longue trie flûtée. En Corse, on le retrouve le plus souvent sur le littoral. Il tolère aussi des eaux saumâtres. On peut l'observer dans des poches d'eau ensoleillées peu profondes, comme des ornières ou des mares. Contrairement aux autres amphibiens, le crapaud vert marche pour se déplacer. Il ne saute pas. Les discoglosses corses et sardes se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, et la distinction est difficile à faire. Toutefois, il nous semble que le discoglosse corse serait plus montagnard que le discoglosse sarde. Les œufs sont en amas gélatineux plat, donc non volumineux. Ils n'ont pas de glandes mais des petites verrues alignées sur le dos. Leur couleur est variée, mais est tournée plutôt vers le brun et tacheté. Le chant du mâle est très faible, car il émet son chant sous la surface de l'eau. Écoutons-le. On reconnaît la grenouille de berger par ses 2 cordons qui courent sur son dos de son œil jusqu'à sa cuisse. Sa robe est composée de vert clair et vert foncé en mélange. Ses œufs sont disposés en amas volumineux de plus de 5 cm, souvent accrochés à la végétation. On peut la retrouver dans tout type de point d'eau calme et riche en végétation, jusqu'à 600 mètres d'altitude. Son chant est audible et discontinu, et est tout à fait ce qu'on attend d'un chant d'une grenouille classique. Ses sacs vocaux sont de part et d'autre de sa tête. La rainette, elle, est toute vêtue d'un vert pomme et se reconnaît par ses doigts munis de ventouses qui lui permettent d'escalader toutes sortes de parois, mais aussi à son chant assourdissant. Il ressemble à un chant de cigale. Ses œufs sont regroupés en amas volumineux de la taille d'une noix accrochée à la végétation. En journée, elle se cache dans la végétation avec laquelle elle se confond à la perfection. On peut l'observer le plus souvent en zone littorale jusqu'à 600 mètres d'altitude, même s'il est toutefois possible de l'observer en montagne. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast sur les orchidées sauvages.